Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on va commencer tout de Oui, suite. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, professeur Boukhris de la médecine interne. Donc, on va parler aujourd'hui donc, de la chimiothérapie anti-infectieuse, mais particulièrement, on va parler de la prescription et des règles surtout de prescription des antibiotiques. Donc, on peut commencer, c'est bon, nous avons admis donc, tout le monde, presque. Hein. Donc, tout le monde donc, connaît les antibiotiques. Vous avez certainement eu dans votre cursus, donc durant les stages, vous avez eu des stages en maladies infectieuses, vous avez eu des stages en médecine interne, dans n'importe quelle spécialité où la prescription donc, des antibiotiques est de pratique très courante. De toute façon, vous savez tous donc que la prescription des antibiotiques, c'est j'allais dire le pain quotidien donc du médecin généraliste, particulièrement donc du médecin qui travaille donc dans la consultation. Donc c'est quoi un antibiotique? Et un antibiotique donc c'est une substance chimique antibactérienne. C'est une substance chimique antibactérienne dont l'utilisation donc en thérapeutique peut entraîner, est capable plutôt d'entraîner une inhibition, ou bien elle est capable de détruire les bactéries. Donc c'est une substance qui peut être chimique, qui peut être d'origine biologique, mais qui va inhiber la multiplication bactérienne, voire les détruire. Les antibiotiques, donc, ils peuvent agir par voie générale ou bien par voie locale. Bon, la voie générale, elle est beaucoup plus donc, préférée à la voie locale pour ne pas donc entrer dans la sélection de mutants résistants et la sélection donc, de germes résistants. Donc, sa dénomination, donc chimiothérapie anti-infectieuse, veut dire qu'il y a une destruction d'une cellule. Quelle est la cellule dont va être détruite? C'est la cellule bactérienne. Donc, ce sont des médicaments qui vont agir sur une cellule bactérienne, mais qui vont donc épargner, si vous voulez, les cellules de l'organisme. Donc, ils ne vont pas détruire les cellules de l'organisme. Donc, ils ont une cible. Donc, cette cible, donc, ils vont agir sur une cible, et donc cette cible, on va le voir tout à l'heure, ce sont les constituants donc, de la cellule bactérienne. Alors, pour comprendre les antibiotiques, donc, il faut d'abord connaître la classification. Vous avez certainement eu donc ça à étudier les antibiotiques dans d'autres modules, que ce soit les modules de maladies infectieuses, le module de bactériologie, au cours duquel donc, on nous a parlé de la classification. Cette classification, elle sert d'abord à comprendre comment donc, ces antibiotiques vont agir, sur quelle cible, et puis ils vont également donc, vous aider à comprendre de quelle manière donc, ces antibiotiques vont agir. Est-ce qu'ils vont agir sur une population bactérienne ou bien sur, donc, sur un certain nombre de germes qui est donc limité, et dans ce cas, donc, on va dire que le spectre d'activité est étroit, ou bien est-ce que ce sont des antibiotiques qui vont agir sur toute une panoplie donc, de germes, et on va dire que ce sont des antibiotiques qui ont un spectre d'activité donc qui est très large. Donc, la classification, elle se fait de deux manières. Elle se fait, si vous me suivez bien, bien sûr, elle se fait selon le spectre d'activité. Donc, on peut avoir des antibiotiques de très large spectre, comme les tétracyclines, de large spectre comme les aminosides, et puis de spectre étroit comme les polypeptides, bien les glycopeptides. Eh ben, la meilleure façon donc, de classer les antibiotiques pour pouvoir les utiliser et pour comprendre leur mode d'action et pour comprendre essentiellement leurs indications, c'est la deuxième donc, classification, c'est la classification selon le mode d'action. Donc, la classification selon le mode d'action,
c'est-à-dire sur la cible sur laquelle donc l'antibiotique il va agir. L'antibiotique il va agir en inhibant la synthèse de, donc de la paroi bactérienne, de la membrane, il va agir sur le ribosome, ou bien donc sur le blocage de l'ARN polymérase, ou bien donc sur l'ADN, ou encore il va agir sur la synthèse de l'acide folique. Donc vous comprenez, donc c'est comme toute la cellule bactérienne, donc c'est comme toutes les cellules. Donc, on va voir juste de manière très rapide, vous savez que nous sommes limités par le temps, donc on va voir juste de manière très rapide la classification, et puis on va insister surtout sur les règles de prescription. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Donc, on progresse dans le cours. Donc, on va Oui. voir la classification. Et donc, si on revient donc à ça, à la première plaque, je pense que vous avez peut-être des polycopes qui sont devant vous, hein, et vous allez suivre étape par étape. Donc, on va commencer par la classe d'antibiotiques la plus répandue, la plus riche, c'est celle qui agit sur la paroi. Celle qui agit donc sur la paroi, donc en inhibant la paroi, ce sont surtout les bêta-lactamines, phosphomycine et glycopeptides. Et les bêta-lactamines, donc, ce sont des antibiotiques qui sont très largement utilisés. Vous avez certainement eu à utiliser les antibiotiques de type bêta-lactamine, ou bien même à en prendre. Hein. Donc, les bêta-lactamines, ce sont les antibiotiques les plus utilisés. Alors, les bêta-lactamines, dans les bêta-lactamines, on compte les pénicillines ou bien les pénams, les carbapénèmes ou bien les pénèmes, les céphem ou bien les céphalosporides et les monobacta. Si on voit donc les bêta-lactamines, les pénams ou bien les pénicillines contiennent donc, comprennent plutôt donc 5 classes essentiellement. C'est la plus répandue. La pénicilline M, la pénicilline A, l'acyluridopenicilline et les inhibiteurs des bêta-lactames. Donc la pénicilline G, c'est le plus vieux des antibiotiques. Hein, c'est le premier, si vous voulez, antibiotique presque, qui a été donc découvert en 1944. Et donc, le chef de file, c'est la benzylpénicilline. Donc il existe plusieurs donc, présentations. Donc la benzylpénicilline, qui est une forme donc, qui a une action rapide et limitée. Il y a des formes donc retardes, comme vous connaissez l'extensiline, la benzalkylpénicilline, que vous avez certainement eu à manipuler, ou peut-être même vous l'avez étudié quand vous avez fait le rhumatisme articulaire aigu, par exemple, le traitement de l'angine selon le protocole national. Donc, vous avez certainement donc des connaissances concernant l'extensiline. Et puis, il y a des formes orales qu'on utilise essentiellement dans les infections qui sont mineures. Donc, le spectre d'activité de ces pénicillines, donc, là, ils sont actifs sur les coccidogrammes positifs, grammes négatifs, les bacillogrammes positifs et les entérocoques. Alors, vous m'excusez, je vais vite, mais parce que nous sommes limités par le temps. D'accord? Sauf que les pénicillines, donc G, sont inactifs sur les bacillogrammes négatifs, sur le staph, le gonocoque, car ils sont producteurs de pénicilline. Donc, vous devinez ici les indications que vous connaissez tous. Hein. Il y a l'angine en chef, donc comme en tête de liste, il y a le RA, qui est donc le traitement, dont le traitement de préférentiel, c'est l'extensiline. Et puis, il y a d'autres pathologies comme les résipelles, la syphilis et la lactospirose. Il y a aussi les pénicillines M, hein, et tout le monde connaît l'oxacilline, donc qui est un antistaphylococcique majeur. Donc, il y a le spectre d'activité donc comparable à celui des pénicillines G, mais c'est les moins efficaces parce qu'ils sont sensibles aux pénicillinase staphylococciques. Donc, l'indication de cette oxacilline, ou bien les bristopènes, si vous voulez, ce sont les infections à staph méties. La pénicilline A. Alors, la pénicilline A, c'est la pénicilline qui est largement utilisée, et particulièrement donc l'amoxicilline. Donc, tout le monde a vu ses parents, a vu ses frères, a vu son entourage, ses amis, donc consommer de l'amoxicilline. Vous en avez certainement consommé pour une histoire d'infection ORL ou bien pour autre chose. Donc, l'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus utilisé.
L'amoxicilline, c'est une pénicilline A qui est venue donc juste après l'ampicilline et qui a fait, si vous voulez, donc le bonheur surtout des enfants. Donc avant donc l'ampicilline ou bien le totapène, il n'était pas très utilisé. Pourquoi? Parce que c'était un antibiotique qui est dégradé rapidement par les enzymes digestives. Et donc on était obligé de prescrire aux enfants, surtout enfin aux adultes aussi, mais c'était un peu difficile de prescrire aux enfants des injections. Puis il y a eu donc l'amoxicilline, qui est une autre forme galinique, qui résiste aux enzymes digestives et donc l'absorption, elle se fait donc à 100% presque et la biodisponibilité du médicament, elle est meilleure que celle de l'ampicilline. Donc on a pu épargner les enfants des injections. Et puis aussi il y a la forme en retard. Bon, c'est le même spectre d'activité que le pénicilline G, ce sont presque les mêmes indications, hein, mais les indications, elles sont encore plus élargies, donc aux infections pulmonaires, aux infections urinaires, digestives, et surtout donc à la méningite et à l'endocarde. Il y a le groupe des acides uridopénicillines, donc on ne va pas s'attarder sur ça, il faut juste retenir que ce sont des antibiotiques qui ont un spectre d'activité qui est le même, mais qui sont surtout réservés pour les infections graves et donc qui sont à usage hospitalier. Donc ce sont des médicaments qui ne sont pas prescrits sur ordonnance, qui ne sont pas délivrés par les officines et même en hospitalisation, donc ils ne sont pas délivrés que sur une documentation bactériologique. On ne peut pas prescrire de la piperacilline si on n'a pas donc un antibiogramme. D'accord? Donc ce sont des antibiotiques qui sont très forts, qui sont utilisés dans des infections graves. Alors les inhibiteurs des bêta-lactamases, par contre, vous en avez certainement vu et vous avez vu donc qu'ils sont très largement utilisés, particulièrement dans la pathologie ORL et dans la pathologie gynécologique, plus ou moins également dans la pathologie respiratoire. Donc les inhibiteurs donc, des bêta-lactamases, ce sont des antibiotiques qui ne sont pas actifs seuls. On prend l'oxapénam, il y a l'acide clavulanique, on ne peut pas le donner seul, mais on doit l'associer à un autre antibiotique. Donc on peut l'associer à l'amoxicilline et ça va donc donner le fameux augmentin donc, que tout le monde connaît. Hein, on peut l'associer à la ticarciline, ça va donner de l'aventin. Donc la ticarciline, donc c'est le claventin. Et puis, le spectre d'activité, la différence avec donc, les autres pénicillines, c'est que le spectre d'activité, il est élargi au staph. Ça veut dire que ce sont des antibiotiques qui sont utilisés également à visée antistaphylococcique. Donc, vous devinez, ils sont utilisés dans les infections de la peau, les infections des tissus mous, mais ils sont également utilisés pour d'autres pathologies comme les infections à gonocoque, les infections à hémophilus, les entérobactéries. Donc, surtout l'augmentin, donc je vous donne ici sur cette plaque les indications donc, de l'augmentin. Et donc, l'augmentin, vous voyez que surtout, c'est la pathologie gynécologique, la pathologie donc, dermatologique et la pathologie, si vous voulez, donc bucco-dentaire ou bien la pathologie également ORL, les infections respiratoires hautes et basses. Le claventin, donc, il est à usage uniquement hospitalier. Bon, à part l'acide clavulanique, il y a aussi du pénicilline sulfate qui peuvent être associés à d'autres antibiotiques. Donc, on passe sur cette plaque pour gagner du temps. Et puis, il y a les carbapénèmes. Hein. Les carbapénèmes, c'est le fameux imipenem ou bien le thiénam qui a été découvert en 1993 et qui, donc, a pu être, si vous voulez, donc, c'est c'est ce qui a sauvé, donc, un peu toutes les infections graves qui résistent aux antibiotiques usuels. Hein. C'est un antibiotique qui est très fort, hein, qui a donc là le spectre d'activité. C'est un antibiotique qui est surtout prescrit en milieu hospitalier. Il n'est prescrit que par voie parentérale. Il n'est pas délivré dans les officines. Et il est prescrit uniquement sur documentation bactériologique. Ça veut dire que vous devinez que ce sont les infections graves. Hein. Il faut avoir un antibiogramme pour qu'on vous délivre
après, donc, pour qu'on délivre le TNA. Donc, c'est surtout les infections respiratoires graves, les infections abdominales graves, les infections gynécologiques, les infections nosocomiales. Et puis, plus récemment, donc, pas aussi récemment que ça, il y a plus de 10 ans, il y a eu l'ertapenem, donc qui est plus renforcé. Seulement que l'imipenem, il garde toujours sa place par rapport à l'ertapenem, parce qu'avec l'ertapenem, il y a plusieurs résistances, et donc on préfère l'utilisation de l'imipenem. L'intérêt de l'ertapenem, c'est que c'est un antibiotique qui peut être donné à une prise unique et une durée qui est courte par rapport donc à l'imipenem. On le donne à 2-3 prises sur les 24 heures et pour une durée qui peut aller jusqu'à une dizaine de jours. Et puis il y a les céphalosporines, les céphem, donc toujours dans les bêta-lactamides. Et les céphalosporines, donc, ce sont des antibiotiques qui sont très largement utilisés, sont utilisés aussi bien donc, en hospitalier qu'en milieu extra-hospitalier. Ce sont des antibiotiques qui sont venus, si vous voulez, donc renforcer l'utilisation des antibiotiques dans les infections graves. Ce sont des antibiotiques qui sont classés en plusieurs générations et cette classification, elle repose sur surtout cette classification, elle repose surtout sur l'histoire donc de ces céphalosporines qui sont classées en 4 générations, sur leur spectre d'activité, sur leur comportement vis-à-vis des céphalosporinases et sur leur action sur les bacilles gram-négatifs et sur le pseudomonas. Donc je répète, donc ce sont ces céphalosporines, ce sont des antibiotiques qui sont classés en 4 générations. Cette classification, elle a été donc adoptée selon plusieurs critères. Ces critères, c'est quoi? C'est l'histoire donc de ces céphalosporines, c'est-à-dire leur apparition par rapport à la chronologie. Il y a leur spectre d'activité, il y a leur comportement vis-à-vis des céphalosporinases et il y a surtout leur action sur les bacilles gram-négatifs et sur le pseudomonas. Donc, pour les céphalosporines de première génération, donc, vous voyez qu'ils ont ce spectre sur les grammes positifs, ils sont inactifs sur le pseudomonas. Donc, sur les bêta-lactamases, ils sont résistants à celle du Staph aureus, sensibilité à celle des entérobactéries et sensibles aux céphalosporinases. Donc, c'est les caractéristiques. Donc, vous voyez que c'est par rapport aux grammes négatifs, par rapport aux pseudomonas, par rapport aux bêta-lactamases et aux céphalosporinases. Donc, c'est ça la classification, ce qui permet donc de différencier, si vous voulez, donc les antibiotiques de type céphalosporine. Bon, les céphalosporines de première génération existent par voie orale et par voie parentérale, et donc on peut les utiliser en ambulatoire de manière très aisée. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Parce que j'ai quelques problèmes de connexion. Donc, les céphalosporines de deuxième génération. C'est la même chose, c'est la même classification, hein, sauf que leur action donc, elle est différente sur le gram positif, elle est différente sur le pseudomonas, elle est différente, et leur donc, sensibilité au bêta-lactamase, elle est différente. Donc, on ne va pas s'attarder, on ne va pas lire donc, toute cette plaque, on a certainement donc, le temps de lire ça, et on va avancer pour ne pas perdre de temps et traiter beaucoup plus donc, les règles de prescription. Donc, les céphalosporines de deuxième génération existent également par voie orale et par voie parentérale. Les céphalosporines de troisième génération, le fameux donc claforan, que tout le monde connaît, hein, le céphotaxine, vous l'avez certainement vu dans les services quand vous êtes passé. Vous l'avez certainement eu peut-être des parents ou bien des amis qui vous ont certainement donc qui ont peut-être été traités par le céphotaxine. Donc on avance rapidement. Les céphalosporines de quatrième génération donc, ne sont pas disponibles dans le catalogue, mais bon, il faut connaître qu'il y a des céphalosporines de quatrième génération.
Maintenant, les indications, donc je passe, donc ce sont des indications habituelles. Il faut juste savoir que les céphalosporines de première génération et deuxième génération sont utilisées pour les infections modérées. Par contre, les céphalosporines de troisième et de quatrième génération sont utilisées pour les infections sévères, que ce soit pulmonaires, urinaires, osso-articulaires, etc. Pour y aller, les monobactam, mais bon, ce sont des antibiotiques qui ne sont utilisés que sur documentation bactériologique, qui sont actifs surtout sur les BGM et qui sont donc utilisés essentiellement dans les infections sévères, sauf la méningite. La phosphomycine, la phosphomycine, donc c'est un des antibiotiques qui est venu donc sauver un peu le traitement de l'infection urinaire chez la femme. La phosphomycine est un antibiotique de spectre large qui est actif sur tous les germes, mais j'allais dire sans défaut, mais ce n'est pas vraiment un défaut, c'est que ce sont des antibiotiques, c'est un antibiotique qui ne peut être utilisé seul. Pourquoi? Parce que si on l'utilise seul au-delà de 24-48 heures, c'est un antibiotique donc, qui va être à l'origine de la sélection de mutants résistants. Et donc, de mutants résistants. Et donc, il faut éviter son utilisation. Il est surtout prescrit chez la femme, donc quand elle fait une cystite aiguë. Son avantage, c'est que c'est un médicament qu'on donné par voie orale, donc on n'a pas besoin de piquer la malade ni de l'hospitaliser. Et puis, le deuxième avantage, c'est que c'est un médicament qui se donne en prise unique. En prise unique, donc c'est ça les avantages donc, de la phosphomycine. Si on le donne en prise unique, ça veut dire qu'on peut éviter, si vous voulez, la sélection donc, de germes résistants. Les glycopeptides. Les glycopeptides, c'est des antibiotiques qui sont à spectre d'activité étroit, mais que ce sont des antibiotiques qui sont très puissants. Ce sont des antibiotiques qui sont actifs sur les grammes négatifs, mais qui sont actifs sur les grammes positifs et surtout sur le staph et les entérocoques. Ce sont des médicaments qui sont utilisés par voie intraveineuse, hein, et le chef d'utilisation, vous le connaissez tous, c'est la vancomycine. La vancomycine qui n'est utilisée que sur documentation bactériologique. Elle n'est utilisée que sur documentation bactériologique, c'est-à-dire que c'est un médicament qui n'est délivré que ceux qui on a donc un antibiogramme. Et il n'est donné que dans les infections graves. Les infections à streptocoque, l'endocardite, les coliques pseudomembraneuse. Hein. Donc, c'est un antibiotique qui est réservé surtout donc, aux endocardites infectieuses. Alors, deuxième classe des antibiotiques, c'est lorsque l'antibiotique a comme cible la membrane cytoplasmique. Hein. Donc, dans cette classe thérapeutique, il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques. Il y a surtout les polymyxines et les granicillines. Donc, ce sont des antibiotiques. L'un, il est actif sur les bacilles grammes négatifs, l'autre, il est actif sur les bacilles grammes positifs. Mais dans la caractéristique, c'est que ce sont des antibiotiques qui ont un spectre d'activité qui est étroit. Et donc, les polymyxines, dans le chef de file, c'est la colistine, ils étaient pendant très longtemps utilisés dans le traitement des infections digestives, hein, et puis abandonnés par la suite avec l'apparition d'autres classes thérapeutiques. Et actuellement, reprise donc de l'utilisation de ces antibiotiques parce que durant toute la période où cet antibiotique a été donc abandonné, ils ont eu donc le temps, si vous voulez, donc il y a eu donc les autres antibiotiques ont sélectionné donc des germes résistants, alors que la colistine, donc il n'y a pas de germes résistants. Hein, et donc si vous voulez, c'est l'antibiotique de sauvetage. Hein, lorsque on trouve par exemple sur un antibiogramme une infection urinaire récidivante avec des résistances, des plurirésistances, donc des résistances à plusieurs antibiotiques, et ben, si on
qu'elle est sensible à la cholestine, si vous voulez, donc c'est le moyen de traiter la patiente, souvent c'est des patientes, hein, et le moyen donc de trouver donc une alternative thérapeutique lorsqu'il y a des résistances. Bon, les gramicidines, c'est surtout donc, la bacitracine, mais leur utilisation surtout, elle est à usage local, surtout dans les infections superficielles de la peau et les conjonctives. Alors, dans cette classe où la cible, c'est le rhizochrosome, donc on va trouver plusieurs classes thérapeutiques, sous-classes. Il y a les aminosides, le groupe MLF, c'est-à-dire macrolides, lymphosamines, les phénicolées, les tétracyclines, etc. Donc, on va parler surtout des aminosides. Les aminosides, pourquoi? Parce que c'est un antibiotique qui est très, très, très utilisé, particulièrement dans les infections sévères. C'est un antibiotique qui est toujours presque donc dans la majorité des cas, donc il est associé, il a un spectre d'activité qui est très large, plus ou moins large, et donc il est actif sur les cocci et bacilles positifs, sauf le strepto, cocci et bacilles négatifs et les mycobactéries. Donc, vous connaissez certainement la gentamicine, qui est donc l'utilisation plus courante, et ce sont des antibiotiques qui sont utilisés dans les infections graves, les pyélonéphrite, les pneumonies, les comas hépatiques, etc. Et donc, c'est un antibiotique qui est associé au pénicilline, au céphalosporine, au fluoroquinolone. Donc, dans les gentamicines, elle est toujours utilisée en association, sauf dans des situations très, 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 très peu fréquentes. Il y a le groupe, donc, il y a le groupe des MLS, les macrolides, et donc on ne va pas s'attarder dessus. Il y a aussi, donc, à côté des macrolides, donc, il y a les kétolides, qui sont à rapprocher des macrolides, qui sont actifs sur le pneumocoque. Il y a aussi la lymphosamine, qui est un antistaphe majeur. On passe. Il y a les synergistines, particulièrement donc la piostacine, donc qui est utilisée dans les infections graves, particulièrement les infections des pneumonies nosocomiales, les infections de la peau, etc. Il y a les phénicolées, donc qui sont très peu utilisés parce qu'ils ont une toxicité médulaire. Il y a les tétracyclines qui ont donc un spectre d'activité qui est large. Les résistances sont plus ou moins fréquentes et ce sont essentiellement donc les tétracyclines de deuxième génération, hein, la doxycycline, il y a la vibramycine, qui diffuse bien dans les LCR et les articulations et qui sont très utilisées. Donc, vous voyez sur cette plaque toutes les indications, on ne va pas s'attarder parce qu'on risque donc de ne pas aborder le plus important. L'acide fusidique, les oxazolidones, donc en face. Il y a d'autres classes donc, thérapeutiques, c'est la troisième classe, ou bien la quatrième classe, c'est le blocage de l'ARN polymérase. Le blocage de l'ARN polymérase, et donc ici, vous reconnaissez la rifampicine qui est réservée dans notre pays à l'utilisation dans le traitement antituberculeux, alors que dans d'autres pays, elle est utilisée pour les infections antistaphylococciques. Il y a aussi les médicaments dans la cible, c'est l'ADN, donc la cinquième classe. Et dans donc, il y a les quinolones, les fluoroquinolones, les produits nitrés. On passe sur les quinolones et on va juste dire deux mots sur les fluoroquinolones qui ont un spectre d'activité élargi par rapport aux quinolones, aux pseudomonas, aux bactéries gram-positifs, notamment les staphylocoques. Par contre, il faut savoir que ces médicaments, les fluoroquinolones, ils sélectionnent des mutants résistants. Et donc, il est recommandé de les utiliser toujours en association pour prévenir l'émergence des résistances. Donc, ils doivent être associés soit aux aminosides, soit aux bêta-lactamines, soit aux phosphomycines. Ils sont réservés pour les infections donc, graves. Donc, vous avez ici la liste des pathologies. Les produits nitrés, donc, on ne va pas s'attarder sur les premiers, surtout on va s'attarder sur le flagile, le 5-nitroimidazolé, qui est utilisé, donc, qui a des propriétés donc, antiparasitaires, mais qui a également des propriétés antibactériennes, qui est utilisé surtout dans les abcès du cerveau, dans les infections gynécologiques, et qui peut être utilisé dans les coudes.
Et puis on termine par les médicaments dans la cible, c'est la synthèse de l'acide folique, c'est surtout donc les sulfamides, et on ne va pas aussi s'attarder sur ça, donc vous avez toutes les informations donc, sur cette plaque. On va donc aborder le plus important donc, du sujet, ce sont les règles de prescription. Alors il faut savoir que pour n'importe quelle prescription médicamenteuse, pour n'importe quelle prescription médicamenteuse, les règles de prescription, elles sont identiques. Elles sont identiques. Il faut d'abord poser l'indication. Il faut prendre ses précautions avant de prescrire le médicament. Il faut conduire de manière pratique le traitement, c'est-à-dire, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire conduire le traitement, et il faut surveiller. Donc, les règles de prescription sont identiques, quelle que soit la prescription. Vous prescrivez des antibiotiques, vous prescrivez des antihypertenseurs, vous prescrivez des diurétiques, vous prescrivez n'importe quel traitement, les règles de prescription sont les mêmes. Donc, on va commencer par les indications. Alors, en matière d'indications, les antibiotiques, c'est très difficile donc de parler des indications des antibiotiques. Pourquoi? Parce que c'est pas comme par exemple la classe des bêta-glucans. On va dire que les indications, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'angor, c'est l'HTP si vous voulez, et puis c'est tout. Dans les antibiotiques, il n'y a pas d'indication standard. C'est-à-dire qu'il faut prescrire les antibiotiques, je ne vais pas dire de manière empirique, mais de manière probabiliste la plus forte pour éviter donc de tomber dans l'empirisme. Parce que si on va tomber dans l'empirisme, on risque donc d'apporter du tort au malade, et le malade, donc, il va être mal soigné et il va y avoir des sélections de mutants résistants. Donc, si on parle d'indication, on va parler surtout de l'antibiothérapie probabiliste. C'est quoi l'antibiothérapie probabiliste? C'est lorsqu'on n'a pas de documentation bactériologique, c'est lorsqu'on n'a pas de documentation bactériologique, c'est-à-dire qu'on va donner un antibiotique et il faut qu'on soit sûr que cet antibiotique il va être actif. Il faut qu'on soit sûr à 99% que cet antibiotique va être actif. Donc c'est ça le probabilisme. Et puis on va aborder toujours dans les indications les associations des antibiotiques. Vous avez vu durant donc tout votre cursus, surtout dans les infections graves, surtout dans les sepsis par exemple, où il y a donc, on ne donne pas un seul antibiotique, on peut donner 2 antibiotiques en même temps, on peut donner 3 antibiotiques, voire 4 antibiotiques en même temps. Et puis, on peut aborder également la question de l'antibioprophylaxie et pas tellement donc l'antibiothérapie locale. Donc, si on va parler de l'antibiothérapie probabiliste, c'est quoi le probabilisme? Il faut savoir que le probabilisme, ce n'est pas l'empirisme. L'empirisme, ça veut dire qu'on donne un traitement, mais on ne sait pas donc à quel résultat on va s'attendre. Ça veut dire qu'on va donner le traitement et puis par tâtonnement. Non, dans le probabilisme, il faut être sûr à 99% qu'on va être efficace. Alors, il faut savoir que l'antibiothérapie probabiliste, elle constitue 90% des prescriptions. Et je viens donc d'en parler. L'antibiothérapie probabiliste, c'est prescrire le médicament antibiotique sans documentation bactériologique. Ça veut dire que avant toute prescription, et pour être sûr que vous allez être efficace, il faut des conditions. La première condition, ça veut dire qu'il faut connaître les bactéries et les sites qui correspondent à ces bactéries. Si on prend le cas de l'infection urinaire, c'est surtout la FA, et donc c'est surtout l'Escherichia coli. Si on prend l'infection ORL, c'est surtout viral. Si on prend donc l'endocardite infectieuse chez les enfants, où il y a donc souvent plutôt, même pas chez les enfants, même chez les adultes, l'endocardite infectieuse, quand il y a des caries internes, on est sûr que c'est le streptocoque. Et donc, il faut connaître les bactéries et les sites de ces bactéries. Si on prend par exemple l'arthrite, l'arthrite septique, dans la majorité des cas, c'est le staphylocoque.
etc., etc. Donc, avant de faire votre prescription d'un antibiotique de manière probabiliste, sans avoir un antibiogramme sous la main, sans avoir une preuve bactériologique sur laquelle, un prélèvement sur lequel il nous dit c'est telle bactérie, hein, on peut ne pas avoir l'antibiogramme, mais au moins donc un document qui dit c'est telle bactérie. Donc, on ne va pas attendre le malade. Dans certaines situations, il est très important de traiter de manière rapide le malade. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire? Le malade, il est venu pour une infection. Qu'est-ce qu'on fait? Il se plaint d'une symptomatologie. Il y a des suspicions donc d'infection. Cette suspicion d'infection, elle va vers une bactérie, vu le site infectieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va décider. Est-ce qu'on va le traiter? Est-ce qu'on va d'abord faire un prélèvement et par la suite le traiter? Ou bien est-ce qu'on va faire un prélèvement et attendre le résultat pour le traiter? Donc, dans cette situation, il faut évaluer le terrain. Il faut évaluer le terrain, c'est-à-dire qu'il faut donc évaluer la situation. Si c'est un enfant qui est âgé de 6-7 ans, hein, ou bien un enfant qui est âgé, donc on va aller vers, parce qu'un enfant de 6-7 ans, peut-être que ça peut être bactérien, mais on peut aller vers les enfants, par exemple, de 3 ans. Hein, si c'est un enfant de 3 ans, le plus souvent, il se présente pour une infection ORL, mais le plus souvent, elle est virale. Le plus souvent, elle est virale. Par contre, si c'est un sujet qui a eu de la chimiothérapie, hein, qui vient pour une fièvre, à ce moment-là, on est sûr que c'est un malade qui a